Bonjour et bienvenue sur Egdomius. Nous continuons à voir les différentes propriétés de notre graphe et on commence à se familiariser de plus en plus avec cette structure de données. On arrive de plus en plus à voir comment modéliser un problème en fait avec un graphe et comment le résoudre à l'aide des différentes opérations que nous avons le droit de faire sur les graphes ou sur les matrices en général. Encore une propriété que nous allons voir dans cette vidéo, cette fois-ci, c'est le niveau des sommets dans un graphe. Alors qu'est-ce que c'est que le niveau des sommets? Eh bien tout simplement, on avait vu dans notre graphe qu'il en avait une possibilité d'orienter notre graphe, c'est-à-dire de donner une direction aux différents arcs, et en fait que le chemin était orienté, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas forcément faire chacun des arcs dans les deux sens. Et bien le niveau de sommet va nous permettre de savoir quels sont finalement, dans des problèmes d'ordonnancement, quels sont les sommets qui sont les premiers qui vont devoir être traités. Par exemple, si on a une liste de tâches à faire et que ces tâches sont interconnectées, on va pouvoir directement retrouver quelles sont les tâches par lesquelles il faut commencer. Et à chaque fois qu'on a fait ces tâches avec lesquelles il faut commencer, ça va nous permettre de libérer les tâches suivantes qui sont maintenant disponibles, qui n'ont plus de prédécesseurs. On va voir au travers d'un exemple dans cette vidéo comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer finalement les niveaux de sommet à un exemple tout bête de la vie courante, l'exemple de comment s'habiller le matin. C'est un exemple qu'on avait déjà traité dans la vidéo du tri topologique, puisque le tri topologique se base un petit peu sur la notion de niveau de sommet. Donc on va un peu plus détailler dans cette vidéo la notion de niveau de sommet que l'on a fait dans la vidéo sur le tri topologique. Alors les niveaux de sommet dans un graphe, comment est-ce qu'on peut les calculer et surtout dans quel graphe on peut essayer de retrouver les niveaux de sommet? Et bien pour pouvoir attribuer des niveaux au sommet d'un graphe, il faut déjà plusieurs propriétés au niveau du graphe. Il ne faut aucune boucle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour possible dans le graphe, et il ne faut aucun circuit. Donc on avait vu, le circuit c'était un chemin qui avait cette propriété-là de partir d'un sommet et d'arriver de nouveau à ce sommet. Donc il ne faut pas de notion de boucle, pas de notion de circuit, il ne faut pas qu'on puisse revenir sur ses pas. Il faut également que le graphe soit orienté, et ça on le comprend également, puisque un graphe non orienté vous permet par exemple de toujours revenir sur vos pas. Si vous avez un sommet A, un sommet B qui est relié par un arc non orienté, eh bien vous pourrez faire A, B, B, A, B, B, A, ainsi de suite. Donc il faut aussi que l'on ne puisse pas revenir sur ces pas d'un sommet que l'on a déjà visité. On rejoint par ici la notion de boucle et la notion de circuit. Donc un graphe orienté, c'est quelque chose qui doit être finalement un peu comme une chute d'eau. Ça doit s'écouler vers le bas, ça doit s'écouler vers un sens, et on ne doit pas pouvoir remonter d'un sommet à un autre. Ok, typiquement ce qui pourrait représenter vraiment ce genre d'arc, de ce genre de graphe, ça pourrait être l'arbre généalogique. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans une vidéo précédente. Là aussi, si on a la notion de successeur en fait d'une personne, vous avez toujours le successeur d'une personne, et à aucun moment une personne ne peut être le successeur d'une personne qui est déjà elle-même dans sa liste d'aïeuls. Voilà, c'est comme ça que l'on peut voir finalement les graphes qui vont nous permettre de différencier les sommets, les niveaux de sommet. Alors on va prendre justement ce petit exemple de l'habillement, et on va fixer les sommets des tâches que nous avons à faire le matin pour nous habiller. Donc, vous avez des vêtements à mettre. Donc là j'ai une liste de vêtements, la montre, le caleçon, les chaussettes par exemple, la chemise, pantalon, chaussures, cravate, ceinture et veste. Dans la liste des successeurs, j'ai en fait tous les habits que je peux mettre à partir du moment où j'ai mis le vêtement en question. Donc à partir du moment où j'ai mis un caleçon, eh bien je peux ensuite mettre un pantalon et mes chaussures. À partir du moment où j'ai mis mes chaussettes, je pourrais mettre les chaussures. À partir du moment où j'ai mis ma chemise, je pourrais mettre ma cravate et ma ceinture, et ainsi de suite. Et vous avez vu en fait que le représenter sous une liste de successeurs, c'est quelque chose que l'on a déjà vu, et à partir du moment où on le met sous les indices du successeur, vous avez compris qu'on peut très bien le représenter sous forme de graphe, et si on peut le représenter sous forme de graphe, eh bien on pourra aussi le représenter en matrice d'adjacence, en liste de prédécesseurs, et ainsi de suite. Donc commençons par déduire la liste d'adjacence à partir des informations que nous avons déjà mis en place ici. Je vous propose de passer sur le tableur. Et donc j'ai repris ici la liste des vêtements avec leurs successeurs, et j'ai tracé une matrice d'adjacence. Alors la matrice d'adjacence, vous êtes maintenant habitué à la faire. On met toujours dans la première colonne tous les sommets, on met dans la première ligne tous les sommets, on la remplit
de 0. Voilà. Et on essaie de représenter par des 1 toutes les relations de successeurs ou de prédécesseurs. Donc là, on est sur une relation de successeurs. Donc la montre, par exemple, n'a aucun successeur, donc je vais laisser la ligne qui correspond à la montre entièrement à 0. Le caleçon a 2 successeurs qui sont le pantalon et les chaussures, donc le caleçon a un successeur le pantalon et un deuxième les chaussures. Les chaussettes, cette fois-ci, ont un seul successeur qui sont les chaussures. La chemise a 2 successeurs qui sont la cravate et la ceinture. Le pantalon a 2 successeurs qui sont les chaussures et la ceinture. Les chaussures n'ont pas de successeur. La cravate a un successeur qui est la veste. Et la ceinture a un successeur qui est la veste. Et la veste n'a aucun successeur. Et donc vous voyez qu'on est une fois de plus arrivé à faire une matrice d'adjacence qui va reprendre toutes les données de notre problème. Ça, c'est quelque chose de très intéressant puisque, on l'a vu sur les vidéos précédentes, à partir du moment où vous arrivez à créer une matrice d'adjacence, c'est une structure de données que vous pouvez renseigner dans un langage de programmation et que l'ordinateur pourra donc traiter assez facilement. Donc, on était au niveau de la matrice d'adjacence, essayons de voir maintenant comment est-ce que l'on peut déduire finalement les niveaux des différents sommets. Une fois qu'on a la matrice d'adjacence, en fait, visuellement déjà, et même ensuite en programmation, vous allez voir que c'est très facile à retrouver, on va pouvoir retrouver quels sont finalement les vêtements que vous pouvez mettre sans avoir à attendre que vous ayez déjà un autre vêtement sur vous. Et c'est ce qu'on va appeler les sommets de niveau 0. C'est-à-dire, c'est les tâches en fait qui ne nécessitent pas quelque chose en prédécesseur avant de pouvoir s'exécuter. Et donc vous allez voir qu'en regardant la matrice d'adjacence, en fait on va retomber très très vite sur ces notions-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va chercher les objets que l'on peut mettre directement. Et qu'est-ce que c'est les objets que l'on peut mettre directement? Et bien tout simplement, c'est des objets, des vêtements qui ne nécessitent pas qu'un autre vêtement vous l'ayez déjà sur vous pour pouvoir le mettre. On avait vu par exemple qu'on ne pourra pas mettre le pantalon avant d'avoir mis le caleçon. Donc, vous voyez qu'il y a une notion de prédécesseur-successeur. Si vous avez bien compris comment on a construit la matrice d'adjacence, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est très facile de savoir quels sont les vêtements qui n'ont aucun prédécesseur. Et bien tout simplement, vous voyez que quand j'avais dit que j'avais mon caleçon, donc je prenais la ligne du caleçon avec 2 successeurs qui sont le pantalon et les chaussures, et bien vous vous apercevez donc que si je prends le pantalon, la colonne du pantalon, la colonne du pantalon va me donner quels sont tous les prédécesseurs tous les prérequis que je dois avoir pour pouvoir mettre mon pantalon. Et on s'aperçoit par exemple que le pantalon, pour mettre mon pantalon, je dois mettre mon caleçon. Pour mettre mes chaussures, il faut que j'ai mon caleçon, mes chaussettes et mon pantalon. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, ça veut dire que si vous prenez une colonne qui ne contient que des zéros, qui est entièrement vide, eh bien ça veut dire que c'est typiquement une étape par laquelle vous pouvez commencer. Il n'y a pas de prérequis, vous pouvez commencer par mettre votre montre, vous pouvez commencer par mettre votre caleçon, vous pouvez commencer par mettre vos chaussettes, votre chemise, le pantalon, on a un prérequis ici, les chaussures, on a 3 prérequis, la cravate, on en a 1, la ceinture, on en a 2, et la veste, on en a 2. Et encore une fois, vous avez vu que par programmation, on pouvait facilement parcourir une matrice, et le parcours facile et rapide d'une matrice, ça va permettre de traiter ce genre de problème. Donc, qu'est-ce que je mets dans mes éléments, mes sommets de niveau 0? Eh bien, je mets tous les éléments qui n'ont pas de prérequis. Et donc, mon sommet de niveau 0, ça va être quoi? Eh bien, ça va être tous les éléments qui ne nécessitent rien d'autre pour pouvoir être mis. Donc, ma montre, mon caleçon, mes chaussettes et ma chemise. Voilà. Donc j'ai tous mes sommets d'éléments 0, mes sommets de niveau 0. On le note comme ça, les sommets de niveau 0 sont ma montre, mon caleçon, mes chaussettes et ma chemise. Il s'agit dans notre cas des vêtements que vous pouvez mettre sans préalable. Ok, d'accord. Donc là maintenant j'ai déjà un bon début, j'ai mes premières étapes, et maintenant je veux savoir comment je continue. Alors comment est-ce qu'on va déterminer finalement maintenant les sommets de niveau 1?
Eh bien, encore une fois, c'est la matrice d'adjacence qui va nous montrer, de façon très visuelle, qu'il est très facile, finalement, de retrouver les sommets de niveau 1. Je vais reprendre mon tableur. Imaginons maintenant que j'ai mis tous les vêtements qui représentaient des sommets de niveau 0. Donc j'ai mis ma montre, mon caleçon, mes chaussettes et mes chemises, ma chemise, et donc tout ça je considère que je l'ai fait, je l'ai traité. Okay, donc je l'ai traité sous forme de colonne, mais le montre, caleçon, chaussettes et chemise sont aussi 4 éléments que je peux enlever maintenant au niveau de ligne. Et donc, vous voyez ce qui se passe, c'est que ici j'avais, pour mettre mon pantalon, j'avais un prérequis qui était de mettre mon caleçon. Ce prérequis maintenant n'existe plus, puisque j'ai mis mon caleçon, donc je n'ai plus besoin de me porter sur ce prérequis. Les chaussures nécessitaient d'avoir le caleçon et les chaussettes, donc ces prérequis ont été annulés. Par contre, je ne peux toujours pas mettre mes chaussures, puisqu'il faut attendre de mettre le pantalon. Je peux maintenant par contre mettre la cravate, puisque la cravate attendait la chemise que maintenant j'ai mis, puisque je l'ai traitée dans les sommets de niveau 0. La ceinture, elle, attend toujours encore le pantalon, je ne peux pas la mettre pour le moment. La veste, elle, attend toujours la cravate et la ceinture, ça n'a rien changé pour elle. Et vous voyez que les sommets de niveau 1 maintenant sont les sommets qui n'ont maintenant plus de prérequis quand on a enlevé les prérequis qui étaient portés par les sommets de niveau 0. Donc là vous voyez que le pantalon, je n'ai plus que des 0 dans ce qui reste. La cravate, je n'ai plus que des 0. Et donc vous voyez que les sommets de niveau 1, ce sont maintenant le pantalon et la cravate. Voilà, tout simplement. Donc c'est maintenant les tâches que je peux faire pour essayer de voir, ce sont maintenant toutes les tâches que je peux faire à partir du moment où les tâches qui étaient à réaliser au niveau 0 ont été faites. Ok. On va continuer. Comment est-ce qu'on peut continuer maintenant? Eh bien, je vous rappelle que on a utilisé le pantalon et la cravate. Donc le pantalon, je vais le faire sur une couleur différente. Le pantalon, le pantalon et la cravate ont été mises cette fois-ci, puisqu'elles ont été traitées dans les sommets de niveau 1. Donc pantalon et cravate, je les enlève. Et donc qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien il me reste les chaussures pour lesquelles je n'ai plus de prérequis, puisque le pantalon a été mis. J'ai la ceinture qui n'a plus de prérequis, puisque le pantalon a été mis. Par contre j'ai la veste qui a toujours encore un prérequis, c'est de pouvoir mettre la ceinture. Et donc je vais retrouver un sommet de niveau 2 qui cette fois-ci va contenir tous les éléments qui cette fois-ci n'ont plus de prérequis, qui sont les chaussures et la ceinture. Et je vais continuer encore une fois par enlever donc cette fois-ci les chaussures. Je vais utiliser encore une troisième couleur, sur du rouge un peu plus. Les chaussures et la ceinture cette fois-ci sont des sommets de niveau 2. Les chaussures et la ceinture sont de niveau 2. Et vous voyez cette fois-ci que je me retrouve avec la veste qui est l'unique élément que je n'ai pas encore mis, qui cette fois-ci n'a plus de prérequis, puisque tous les prérequis ont été faits. La ceinture a été faite dans les sommets de niveau 2, la cravate a été faite dans les sommets de niveau 1, et donc je n'ai plus de prérequis sur la veste, et donc je me retrouve donc avec un sommet unique de niveau 4 qui va correspondre à la veste. Et en fait, vous voyez que grâce à ces niveaux de sommet, en fait, je me suis rendu compte quels étaient les éléments que je peux mettre tout de suite. Une fois que ces éléments-là étaient en place, eh bien j'ai une deuxième salve d'éléments que je peux, de vêtements que je peux mettre, et puis ainsi de suite. Et vous voyez en fait que l'ordre des successeurs que j'avais demandé dans mon tableau initial, les successeurs en termes d'habillement, est entièrement respecté, si je suis cet ordre-là. Et vous voyez qu'il y a une espèce de progression des vêtements. Il y a un cercle très proche qui est les premiers vêtements que je peux mettre, et à partir du moment où ce cercle proche a été réalisé, eh bien je peux aller successivement sur des arcs de plus en plus larges jusqu'à avoir traité mon problème. Et là on va le voir justement que ça va traiter, on va le voir dans une autre vidéo que ça va traiter des problèmes d'ordonnancement, mais vous voyez déjà que on est toujours sur la structure de graphe, on est toujours sur la même structure, on est toujours sur une matrice d'adjacence, et on arrive encore à traiter des problèmes qui sont vraiment très diversifiés.
Donc là, on avait les chemins non traités. On a aussi, un petit peu pour manipuler cette notion de prédécesseur-successeur, on aurait pu partir sur une liste des prédécesseurs. Je vous rappelle que dans notre tableau, on était parti sur une liste des successeurs. Alors, comment est-ce qu'on passe des successeurs aux prédécesseurs? En fait, ça se fait très facilement. On va essayer de monter un petit peu. Ça se fait très facilement. Vous voyez que si jamais le caleçon a comme successeur le pantalon, et bien le pantalon a comme prédécesseur le caleçon. Et donc, si on veut manipuler un petit peu ces données-là, on s'aperçoit qu'on peut le faire assez facilement. Par exemple, la montre. Si je veux savoir quels sont les prédécesseurs de la montre, eh bien, il me suffit de chercher la montre dans la colonne des successeurs et de voir quel est le vêtement qui est prédécesseur de ma montre. Alors là, la montre, je ne l'ai pas dans les successeurs, donc ça veut dire que la montre n'a pas de prédécesseur. Le caleçon, si je le cherche, dans la liste des successeurs, il ne se trouve pas non plus. Donc le caleçon n'a pas de prédécesseur. Les chaussettes, je le cherche dans la liste, non plus, il n'est pas dans la liste des successeurs, donc il n'a pas de prédécesseur. La chemise, non plus, mais ça on s'y attendait, puisque c'est tous les sommets de niveau 0. Enfin, j'arrive au pantalon. Le pantalon a comme prédécesseur le caleçon. Et c'est tout. Ok. Les chaussures, je les trouve là, donc j'ai besoin de mon caleçon. Les chaussures, j'ai besoin de mes chaussettes. Et les chaussures, je le retrouve encore là, j'ai besoin de mon pantalon. Ok. La cravate, est-ce que je la trouve quelque part ici? Oui, je la trouve. Elle a comme elle est successeur de la chemise, donc la chemise est un prédécesseur de la cravate. Et c'est tout. Hein. La ceinture, est-ce que je la trouve ici? Oui, il faut ma chemise et le pantalon. Et la veste a comme prédécesseur la cravate et la ceinture. Donc là, c'est encore une autre méthode pour retrouver les différents niveaux de sommet. On a été passé par la matrice d'adjacence. Vous voyez que là, on passe par la liste des prédécesseurs. On a converti la liste des successeurs en prédécesseurs, puisque vous savez que si un élément est successeur d'un autre, alors ça veut dire que l'autre est prédécesseur de l'élément qu'on est en train de traiter. C'est exactement comme prendre la matrice d'adjacence et la lire dans un sens ou dans l'autre. Et à partir du moment où on a la liste des prédécesseurs, on va voir en fait qu'on va arriver facilement à retrouver la liste des sommets. Là, vous voyez par exemple que la montre, les caleçons, chaussettes et chemises n'ont aucun prédécesseur. Et donc ça veut dire qu'ils sont les sommets de niveau 0. On retombe sur l'information qu'on avait retrouvée ici. D'accord. À partir du moment où j'ai utilisé la montre, le caleçon, chaussettes et chemises en tant que sommet de niveau 0, j'ai le droit de les supprimer dans les prédécesseurs des autres éléments, puisqu'on va considérer qu'ils ne sont plus prédécesseurs, puisque le fait de les mettre a été réalisé. Donc je peux enlever montre, donc montre n'apparaît pas, je peux enlever caleçon, donc j'enlève caleçon. Oui, j'ai chaussettes, je peux enlever, et je peux enlever chemise. Donc chemise, voilà, chemise, voilà. Donc ma liste de prédécesseurs se réduit. Et si maintenant je veux les sommets de niveau 1, eh bien, comme je l'ai fait dans la matrice d'adjacence, je reprends la liste des vêtements qui n'ont pas de prédécesseur. Et je me retrouve avec le pantalon ici, la cravate ici. Donc ces deux éléments, je vais les mettre dans la même couleur. Je me retrouve avec le sommet de niveau 1, pantalon et cravate, que maintenant j'ai le droit, puisque j'estime que j'ai mis mon pantalon et ma cravate avec les sommets de niveau 1, j'estime que je n'ai plus besoin de les attendre pour les autres tâches. Donc je peux enlever le pantalon qui est ici, je peux enlever le pantalon qui est ici, et je peux enlever la cravate que j'ai mis également. Et donc cette fois-ci, je me retrouve de nouveau avec deux éléments qui n'ont plus aucun prédécesseur, qui sont les chaussures et la ceinture. Je vais reprendre la couleur là, que je vais retrouver en sommet de niveau 2, et donc il me reste à la fin
puisque je peux enlever la ceinture, puisque maintenant elle est de niveau 2, il me reste uniquement la veste, qui va être mon sommet de niveau 4. Et donc vous voyez que, en partant de la matrice d'adjacence ou en partant de la liste des prédécesseurs, en fait, on arrive avec la même méthode à retrouver ce que l'on cherche. Et là aussi, en termes de programmation, vous pouvez très bien programmer une matrice d'adjacence, vous pouvez également programmer une liste de prédécesseurs, ça fonctionne très bien, et vous allez retomber sur le même résultat. Ça, c'est ce qu'on a vu, ok. Donc on va encore parler un petit peu de graphes particuliers. Typiquement, ce qu'on appelle une arborescence, c'est un graphe particulier qui possède un sommet de niveau 0, qu'on appelle la racine, à partir duquel on peut atteindre tous les autres sommets par un chemin unique. Donc c'est vraiment un petit peu, l'arbre généalogique est vraiment un exemple d'arbre de graphe particulier. On a un niveau 0 qui est la racine de l'arbre, donc vraiment l'aïeul le plus ancien, et on sait qu'en fait toutes les personnes qui sont dans le graphe sont reliées à cet aïeul d'une façon ou d'une autre. C'est un exemple qu'on avait déjà vu quand on voulait représenter les graphes, que j'ai remis ici. Là on a la famille de Robert par exemple. Robert a 3 enfants, William, Martha et John. William a une fille qui s'appelle Amy, John a une fille Allison et un fils Jack. Et en fait, vous voyez que tous les personnages de cette famille sont reliés à Robert. Alors pas forcément de façon directe, mais Robert et Allison, par exemple, sont reliés par John. John qui est à la fois le père d'Allison et le fils de Robert. Donc là, on a encore une fois cette notion de prédécesseur-successeur que l'on vient de voir. On a toujours la possibilité de le représenter en tant que matrice d'adjacence. Et on a un vocabulaire qui est un petit peu propre aux arbres. On a cette racine qui est en fait le point de départ de notre arbre, où comme on a vu avec les niveaux de sommet, ça pourrait être considéré comme le sommet de niveau 0. Et on a aussi cette notion de feuille. Alors une feuille, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un sommet bien particulier qui, lui, n'a plus de successeur. Donc là, dans notre arbre généalogique, les feuilles, ce seraient Amy, Martha, Allison et Jack. Donc ce sont tous les membres de la famille qui n'ont pas eu d'enfants. Donc les feuilles, ce sont vraiment les éléments, les sommets qui sont finalement au bout de l'arbre. En fait, on ne peut pas aller plus loin, ce sont les feuilles. Et donc en fait, on a vraiment gardé ce vocabulaire où on a la racine de l'arbre qui va jusqu'aux feuilles. Et effectivement, quand on dessine un arbre, enfin un graphe qui a les propriétés de l'arbre, en fait on se rend compte qu'on arrive vraiment à un arbre. On part d'un point racine et on arrive à diviser ça dans les différents sommets feuilles. Je vous avais dit également, quand on avait cherché les chemins, qu'un graphe peut être à la fois non pondéré ou pondéré. Quand le graphe est non pondéré, ça veut dire en fait que la seule chose que l'on essaie de voir, c'est qu'il y a une relation entre deux sommets, mais on ne veut pas forcément la quantifier. Si on reprend l'exemple des réseaux sociaux, par exemple, on peut avoir une personne qui est amie d'une autre personne, et ce qu'on essaie de représenter, c'est un lien d'amitié. On n'essaie pas de quantifier le lien d'amitié. Est-ce que c'est un bon ami ? Est-ce que c'est un très bon ami ? Est-ce que c'est un ami moyen ? Ça, c'est pas quelque chose qu'on essaie de quantifier. Cependant, quand on essaye, par exemple, de montrer quelle est la distance entre deux villes, on sent qu'il y a une relation entre les deux villes, et on sent aussi qu'on essaie de modéliser une donnée supplémentaire qui est la distance qui sépare ces deux villes. Donc la distance n'est pas une donnée qui est propre à une des villes. Si par exemple je prends la distance entre Strasbourg et Colmar, cette distance n'est pas une propriété de Strasbourg, n'est pas une propriété de Colmar. C'est la distance qui sépare deux villes. Et en fait, on s'aperçoit qu'on avait par exemple une matrice booléenne qui nous satisfaisait tout à fait pour savoir si un chemin existait ou pas, et je vous avais dit aussi que c'était des chemins qu'on considérait que c'était des chemins de longueur 1, mais on a la possibilité naturellement de pondérer aussi ces différents chemins pour représenter des graphes plus complexes avec des informations supplémentaires qui quantifient finalement la relation. Ces pondérations sont très facilement modélisables dans notre matrice d'adjacence, puisque au lieu de représenter par un 0 quand une relation n'existe pas et un 1 quand cette relation existe, et bien tout simplement on peut utiliser la même matrice d'adjacence et dire que mettre un 0 quand la relation n'existe pas, ou une autre valeur qui va finalement quantifier l'arc que l'on essaie de symboliser. Alors chaque chemin possède une pondération cette fois-ci, dans un exemple que l'on a déjà vu, et il est donc facile de calculer la longueur des chemins.
Donc cette fois-ci, on se rapproche toujours plus de la réalité, toujours plus des algorithmes que l'on essaye de mettre en place, comme les algorithmes de plus court chemin, ou des algorithmes de calcul des flux, ou de ce genre de choses. Mais cette fois-ci, il nous faut naturellement une pondération entre les différents sommets. Et cette pondération, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous permettre justement de définir la longueur des chemins de manière plus proche de la réalité. Donc vous voyez que cette fois-ci, j'ai un chemin ECBA qui a une valeur de 5 plus 8 plus 7. Alors d'où sortent ces valeurs? Tout simplement, vous voyez que pour aller de E vers C, je traverse un arc de pondération 5, donc je mets 5 déjà. Ensuite, je vais de C vers B, je traverse un arc de pondération 8, donc j'ai 5 plus 8. Et enfin, je vais de B vers A et je traverse encore une fois un arc de pondération 7. Et donc le chemin de E vers A en passant par C et B, c'est 5 plus 8 plus 7. Et donc on arrive sur 20. Donc là aussi, ça peut être 5 mètres, ça peut être 5 km, ça peut être... et ainsi de suite. Ça peut être la distance que vous voulez. Ça peut également être un temps. Là, c'est vraiment ce que vous essayez de modéliser dans votre graphe. Donc le chemin BAD, lui, on part de B, on traverse un arc de 7, on va de A à D, on traverse un arc de 5, et donc on se retrouve avec 7 plus 5, avec un chemin de 12. Ok. Donc on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne, comment mettre en place une matrice d'adjacence dans un graphe pondéré cette fois-ci. Donc je vais reprendre l'exemple qui est là-dessus, et je vais reprendre finalement un tableur qui va finalement me donner mes exemples. Alors, comment est-ce que je fais? Déjà, je vois que j'ai 7 sommets que je vais déjà, comme d'habitude, représenter sur la première ligne et sur la première colonne. Je vais déjà mettre des zéros partout dans mon graphe, ce qui m'évitera d'oublier une valeur ou une autre. Donc, je vais essayer de mettre ce graphe de côté. Et on va essayer de faire la pondération. Est-ce que ça va si je le mets comme ça? Ouais. Ok. F. J'oublie le G. Alors. Ok. Donc j'ai ma matrice qui est définie ici, pour l'instant je ne l'ai pas encore remplie. Alors on va regarder, pour chacun des points, ce que je peux faire. Alors du point A, je peux aller au point B, mais cette fois-ci avec une longueur de 7. Du point A, je peux aller au point D, avec cette fois-ci une longueur de 5. Je vous rappelle déjà pour la définition, je pars du point A, donc je le prends en ligne, et je vois qu'il y a un chemin qui m'amène vers B, qui fait une longueur de 7, et il y a un chemin qui me mène vers D avec une longueur de 5. J'ai traité tout ce qui arrive au point A. Je vais aller un petit peu plus vite maintenant. De B, je peux aller vers A avec 7. De B, je peux aller vers C avec une longueur de 8. De B, je peux aller vers D avec une longueur de 9. Et je peux aller vers E avec une longueur de 7. De C, je peux aller à B avec une longueur de 8. Et de C, je peux aller à E avec une longueur de 5. De D, je peux aller à A avec une longueur de 5, je peux aller à B avec une longueur de 9, je peux aller à E avec une longueur de 15, et je peux aller à F avec une longueur de 6. Donc je ferai ça après. De E, je peux aller à B avec une longueur de 7, je peux aller à C avec une longueur de 5, je peux aller à D avec une longueur de 15, je peux aller à F avec une longueur de 8, et je peux aller à G avec une longueur de 9. De F, je peux aller à D avec une longueur de 6, je peux aller à E avec une longueur de 8, et je peux aller à G avec une longueur de 11. Et enfin de G, je peux aller à E avec une longueur de 9, et je peux aller à F avec une longueur de 11. Et vous voyez que là, j'ai mis en place maintenant, cette fois-ci, une matrice d'un graphe pondéré. Donc là, cette fois-ci, j'ai toutes les pondérations, j'ai toutes les longueurs de chemin, et vous vous rendez compte que j'ai représenté toutes les informations qui me permettraient de retracer mon graphe à partir de cette matrice d'adjacence. J'ai à la fois tous les sommets,
J'ai à la fois l'information de quels sont les sommets qui sont reliés entre eux et lesquels ne le sont pas. Donc il n'y a pas de chemin de A vers E puisque j'ai 0. Par contre, il y en a un de A vers B qui a un poids de 7. Et donc, ça, ce genre de matrice d'adjacence, de graphe pondéré, c'est typiquement le genre de matrice qu'on va exploiter lorsqu'on va essayer de trouver les algorithmes de plus court chemin entre plusieurs villes. Donc voilà encore un chapitre qui cette fois-ci s'est intéressé plus au niveau des sommets. Ça va être une base pour les vidéos qui vont suivre sur l'ordonnancement. On va voir que finalement l'ordonnancement c'est d'avoir des tâches qui se font avant d'autres et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut organiser finalement un projet pour qu'il se déroule correctement. Donc ça va faire l'objet d'une vidéo à part. Et on a aussi vu un petit peu comment avoir différents types de graphes ou différents cas particuliers de graphes, comme par exemple l'arbre, qui a un peu un vocabulaire particulier. On parle de racine pour dire quelle est l'origine de l'arbre, et on voit que ça se recoupe avec les niveaux de sommet, puisque la racine sera considérée comme le sommet de niveau 0, et ainsi de suite. Et on voit cette propagation qu'on avait avec les différents niveaux de sommet, c'est quelque chose qu'on voit très bien avec l'arbre, qui va arriver jusqu'au sommet que l'on appelle les feuilles, les sommets qui, eux, n'ont plus de successeurs. Enfin, on a vu une notion très importante qui va nous servir, qui sont le fonctionnement des graphes pondérés. Donc pondérer, ça va aller encore un cran plus loin par rapport à ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que cette fois-ci, on s'intéresse plus seulement à est-ce qu'on a une relation entre deux sommets ou non, mais on va essayer de quantifier la relation que l'on a, qui va servir par exemple si on veut avoir la distance entre deux villes, si par exemple on voulait monter un réseau social où on essayait d'avoir la relation d'amitié qui serait quantifiée, vous auriez vos très bons amis, vous auriez les bons amis, vous auriez des amis moyens ou ce genre de choses. On pourrait quantifier cette relation avec un graphe pondéré. Ça va aussi nous servir par exemple à gérer les problèmes de débit par exemple dans une canalisation d'eau ou alors par rapport à un réseau informatique. Là aussi on va retrouver des algorithmes de calcul de flux maximum ou ce genre de choses qui va s'appuyer sur un graphe pondéré pour nous trouver quelle est la solution optimale à appliquer. Voilà donc encore plein de propriétés, plein d'informations sur les graphes et qui nous montre encore une fois que la théorie des graphes s'applique à plein de problèmes différents. Bonne journée!